souper, en écho à ma conversation avec Naoko, le hasard place Tristan et Raphaël à ma table, comme le jour de mon arrivée à la grande écurie. Le jeune Espagnol m'avait d'emblée semblé amical, quoiqu'un peu farouche, lors de notre premier échange. Le fait de connaître son secret me le rend d'autant plus sympathique. Comme moi, il est obligé de jouer un rôle. Je voudrais lui parler, lui dire que j'ai eu un frère qui aimait lui aussi d'un amour interdit. Mais bien sûr, je n'en fais rien. Quant à lui, il reste quoi pendant tout le souper, triturant sa nourriture du bout de ses couverts, perdu dans ses pensées, les sourcils froncés. La perspective de revoir Suraj au cours d'art vampirique, pour la première fois sans doute depuis presque 1 an, doit le bouleverser. Tristan compense le mutisme de son voisin de table par sa conversation de bonne aloi. En 1 mois, j'ai multiplié les signes de sympathie à son égard, afin d'encourager les sentiments qu'il semble nourrir pour moi. Il est devenu ma source d'informations sur tout ce qu'il se passe dans l'aile des garçons, et je subodore qu'il pourra m'être plus utile encore par la suite. Il paraît que t'as encore fait des étincelles en cours d'art de la conversation, me dit-il en repoussant son assiette à dessert. Je l'ai bien sûr autorisé à me tutoyer. Je suis bien content de ne pas avoir à me mesurer à toi pour la gorgée du roi. Je ne connais personne qui ait un esprit aussi mordant que le tien. C'est sans doute parce que je suis prédestinée à me transmuter en vampire que j'ai l'esprit mordant. Je rétorque, du tac au tac. Quant à toi, Saint-Loup nous a glissé que tu avais réussi à désarmer 3 attaquants d'un coup en cours de sabre. Impressionnant. Ses yeux bleus me semblent briller un peu plus fort à ce compliment calculé, mais aussi mérité. De la même manière que je figure dans le peloton de tête des filles, Tristan caracole en tête des classements des garçons. C'est d'autant plus ironique que la cour nous révulse l'un et l'autre, et qu'il ne concourt à la gorgée du roi que pour complaire à sa mère. Une femme de tête, semble-t-il, aussi autoritaire que l'était ma propre mère. J'ai peut-être mes chances, concède-t-il modestement. Sauf en art équestre, où le petit caballero nous bat tous à plate couture. Les Espagnols sont les maîtres du dressage, c'est bien connu, et Raphaël est leur maître à tous. Il donne un coup de coude à son voisin, mais celui-ci ne se déride guère. Pour Raphaël, la gorgée du roi n'a rien d'une course aux honneurs. C'est l'ultime tentative de se raccrocher à un amour perdu. Tu imagines, si le 31 octobre nous sommes nommés écuyères et écuyers, toi et moi, me dit Tristan. Nous formerions une fine équipe, ce serait merveilleux. Merveilleux, c'est le mot, dis-je en papillonnant des yeux pour le faire fondre. Et plus merveilleux encore, mon garçon, la tête du roi des ténèbres roulant au sol, après que j'aurai crevé son cœur et tranché son cou. Comme pour faire taire mes pensées sacrilèges, le tocsin strident sonne au clocher de Versailles, annonçant la tombée de la nuit et le début du règne sans partage des vampires. « Mesdemoiselles, messieurs, c'est l'heure », annonce Madame Thérèse. « Habillez-vous chaudement et suivez-nous dans la cour, le général et moi, en ordre et sans faire de bruit. » J'enfile mon manteau de fourrure tiré de la garde-robe offerte par le roi. Il est vraiment chaud, aussi ce n'est pas l'air de la nuit qui me fait frissonner lorsque je pénètre dans la cour. C'est la culpabilité de porter sur le dos l'équivalent d'1 an de revenus d'une famille de fermiers de mon village. Au milieu des pavés éclairés par des flambeaux, 2 silhouettes sombres nous attendent. La première appartient à Suraj de Jaipur. Grand et sculptural dans un plastron de cuir ocre foncé à double épaisseur, il domine les autres garçons de sa tête majestueuse drapée dans un turban. À côté de lui se tient une jeune fille brune aux cheveux soigneusement attachés en catogan. Lucrèce du crève-cœur. Une robe prune doublée de visons laisse deviner les courbes de son corps athlétique. Tels sont les écuyers de l'immuable, habillés l'un et l'autre de couleurs sombres pour mieux se fondre dans la nuit. Ils ont beau n'avoir qu'1 an de plus que nous, il émane d'eux une aura d'autorité sans rapport avec leur âge. Je n'ose imaginer les horreurs qu'ils ont dû connaître au cours de leurs 11 mois au service du roi. « Bienvenue, chers anciens élèves !» les salue Barvock. Il tente d'incliner la tête, mais sa minerve l'en empêche. Il ne parvient pas davantage à ployer le buste du haut de ses jambes de fer, raides comme des piquets. À chacun de ses mouvements hachés, je ne peux m'empêcher de songer aux striges qui l'ont mis dans cet état avant que la faculté le rafistole à sa manière. « Merci d'honorer l'école de votre présence, » reprend-il en se redressant, la face rougie par ses efforts pathétiques. Il examine les nouveaux venus avec fierté, comme s'il passait en revue les meilleurs éléments de ses troupes. « Vous, mademoiselle du crève-cœur, j'ai entendu dire que le roi vous avait envoyé le représenter en Normandie cet été, avec un bataillon chargé de mater une jacquerie de paysans. »« Des pêcheurs, mon général.
Le reprend la brune écuyère, d'une voix claire comme un éclat de glace, couleur de ses yeux. Ces cuistres osaient protester contre la gabelle, l'impôt sur le sel. Ils prétendaient avoir besoin de sel pour conserver le poisson pendant les longs mois d'hiver, quand le climat leur interdit de pêcher. « Protester, en voilà de mauvaises manières », s'indigne le militaire. « Nous les avons corrigés à coups de fouet et de griffes », déclare Lucrèce. Elle lève le bras droit, projetant un dangereux éclat. Je crois un instant que sa main a été remplacée par une prothèse métallique, semblable à celle de Barvock. Mais non. Elle porte un gantelet de fer ouvragé, prolongeant chacun de ses doigts d'une longue griffe crochue. On dirait des serres. Je comprends soudain pourquoi Naoko me l'a décrite comme une furie féroce, du nom de ces divinités antiques de la vengeance, mi-femme, mi-rapace. J'ai moi-même versé leur précieux sel sur leurs plaies ouvertes, ose-t-elle se vanter. Révoltée par sa cruauté, j'enfonce mes poings dans les poches de mon manteau. Mais déjà Barvock se tourne vers le second écuyer. « Quant à vous, monsieur de Jaipur, il paraît que vous vous êtes porté volontaire pour aller combattre les ghouls qui infestent le cimetière des Innocents à Paris. On dit qu'elles pullulent ces derniers temps, n'hésitant plus à quitter leurs catacombes pour aller attaquer les roturiers vivants et voler les nourrissons dans leurs couffins. » Les narines du général se plissent de dégoût, davantage me semble-t-il à l'évocation des créatures malodorantes qu'à l'idée des sévices qu'elles font subir au peuple. Quant à moi, je frissonne en repensant à la conversation surprise dans le labyrinthe de verdure un mois plus tôt. La princesse des Ursins affirmait que les abominations nocturnes s'agitaient comme jamais. « Ma dague Aladi est au service de la Magna Vampiria », dit sobrement Suraj, de sa voix profonde où roule un accent exotique, tout en posant la main sur la longue dague à double lame logée dans sa ceinture. Contrairement à sa coéquipière, il ne semble pas se réjouir de ses faits d'armes. Les paroles de Naoko me reviennent en mémoire. Elle m'a confié que l'Indien a la réputation de chercher la mort depuis qu'il est à la cour, depuis qu'il a rompu avec Raphaël. « Nous vous laissons entre de bonnes mains », conclut Barvock, se tournant vers l'assemblée. « Tâchez de marcher dans les pas glorieux de vos aînés. » Sur ce, il s'éloigne en claudiquant, la gouvernante sur ses talons. « Bonsoir, camarade », déclare Suraj sans enthousiasme. Ses yeux noirs et perçants, surmontés de sourcils froncés, balaient l'ensemble de l'auditoire, tout en évitant soigneusement Raphaël. Si le caballero espagnol ne s'est pas encore remis de la rupture 11 mois après, il semblerait que Suraj en ait lui aussi gardé des séquelles. De là à penser que c'est la raison pour laquelle il tient si peu à la vie, il n'y a qu'un pas. « Nous allons aujourd'hui parler botanique, » dit-il. Il pointe le doigt vers une caisse montée sur roulette que des valets ont dû traîner jusqu'ici. Elle accueille un grand rosier couvert de fleurs blanches. Des roses encore épanouies en octobre par ce froid glacial ne sont pas naturelles. Cette étrange vitalité n'augure rien de bon. « Qui peut me dire ce qu'est une rose vampirique ?» demande Lucrèce, confirmant ma sinistre intuition. Fidèle à son habitude, Françoise des Escailles est la première à lever la main. « C'est une fleur se nourrissant du sang des mortels !» s'exclame-t-elle, avec une telle énergie que la queue de sa toque en castor lui retombe sur le visage, renversant ses besicles. Quelques exclamations étouffées résonnent. Fayotte, lèche-botte, binoclarde. Ponctuées de rires feutrés, mais pas du mien. Une fleur buveuse de sang? Quelle idée abominable. En effet, mais pas seulement, précise Lucrèce. Les roses vampiriques, ces merveilles créées par les botanistes de la faculté, ne se contentent pas d'absorber le sang humain. Elles en exhalent aussi les fragrances. Rien n'est plus doux au nez de nos maîtres, les immortels. Les roses vampiriques n'ont pas leur pareil pour les mettre en appétit. Le mélange de servilité et de férocité émanant des paroles de l'écuyère m'écœure. Je repense avec dégoût aux narines d'Alexandre, frémissant d'excitation à bord du carrosse approchant Versailles, à l'odeur des roses du château. Passons directement à une petite démonstration, annonce l'écuyère en sortant de son décolleté une fiole remplie de sang. Elle la débouche, ses serres métalliques cliquetant contre le verre. Puis elle approche de l'une des roses blanches et fait perler le liquide dans la corolle. À la première goutte, rien ne se passe. À la seconde, un mouvement subtil semble agiter la fleur, telle une brise nocturne. Mais à la troisième goutte,
Plus de doute possible. C'est bien la rose elle-même qui s'anime. Sa tige se tend vers le flacon dans la main de Lucrèce. Sa corolle se dilate de manière obscène pour absorber davantage de sang. Par quel sortilège ? Je murmure, horrifiée, tandis que des chuchotements de peur ou d'excitation jaillissent autour de moi. Je recule instinctivement d'un pas et heurte la poitrine de Tristan qui se tenait derrière moi. « Je n'ai jamais vu de tels maléfices dans mes Ardennes, » murmure-t-il. « Et je gage que toi non plus en Auvergne. Ils appellent cela merveille de la botanique, mais en réalité ce sont des abominations. La cour est encore plus perverse que je ne le pensais. » Lucrèce finit de verser le contenu du flacon, laissant ruisseler un long filet de sang. Les pétales blancs que les gouttes précédentes avaient tachés se colorent entièrement de pourpre. Il me semble voir leurs nervures palpiter comme des veines. À cet instant, l'écuyère tend son index droit, dont l'ongle aiguisé étincelle comme un poignard. D'un geste d'une rapidité surnaturelle, que je devine accélérée par les ténèbres, elle sectionne la tige. La rose se débat un instant dans sa main, envoyant des gouttes de sang dans les airs. On dirait la queue d'un lézard après qu'on l'a coupé, odieuse hybridation entre le règne végétal et le règne animal. « Santé !» ordonne Lucrèce en brandissant la rose devant l'assemblée. Un puissant effluve métallique me monte au nez, ravivant le plus douloureux souvenir de mon existence. Dans un affreux précipité, j'ai l'impression de me retrouver chez moi, dans la salle à manger aux tomates gorgées de sang de ma famille. Incapable de supporter cette odeur odieuse un instant de plus, sentant la migraine me gagner, je plaque la manche de ma robe contre mon nez. « Vous !» s'exclame Lucrèce, d'une voix habituée à commander. « Venez là, et ôtez cette manche de votre visage. » Tous les regards sur moi, je suis bien obligée de m'exécuter. Mais je me mets à respirer par la bouche pour ne pas sentir l'odeur du sang. « Comment vous appelez-vous » me demande sèchement l'écuyère. « Diade de Gestefrisch pour vous servir. » Je lui réponds, d'une voix enrhumée à cause de mon nez bloqué. « Mais oui, je vous reconnais, » murmure-t-elle, en relevant son menton pointu. « Vous êtes celle qui s'est introduite dans les jardins royaux le mois dernier. Le roi vous a pardonné votre outrecuidance, mais ce n'est pas une raison pour faire de l'impolitesse votre règle de vie. Barvoq ne vous a-t-il donc pas appris qu'il ne fallait jamais manifester le moindre dégoût devant les mœurs de l'aristocratie vampirique ? Donnez-moi votre main. » « Baba ? » « Je viens de faire la démonstration de l'arrosage au flacon. Il faut maintenant montrer à vos camarades comment on arrose in vivo, avec un mortel prêt à saigner. » Un sourire sadique se dessine sur les lèvres fines de l'écuyère. Lorsque l'on apporte une proie à un immortel, c'est le meilleur moyen d'en révéler le bouquet pour lui mettre l'eau à la bouche. Mais attention, les roses vampiriques réagissent plus vivement au sang frais qu'au sang en bouteille. Aussi faut-il agir avec doigté. Rapide comme l'éclair, elle m'attrape le poignet à travers la manche de mon manteau de fourrure et me tire brusquement à elle. Avant que j'aie le temps de dire ouf, elle fend ma paume de la pointe de son ongle de métal. « Aïe !» je hurle, oubliant de respirer par la bouche. « Ce n'est rien qu'une égratignure, » gronde-t-elle. « Tenez-vous tranquille, si vous ne voulez pas que le rosier vous arrache un doigt. » Avec horreur, je vois le buisson entier se mettre à trembler, les fleurs du mal se tendant vers moi en frémissant d'excitation. Des sarments couverts d'épines se déploient tels des tentacules. De sa poigne de fer, Lucrèce me maintient juste au-dessus du rosier assoiffé, de manière à ce que mon sang coule uniquement dans la rose la plus proche. Les pétales claquent à quelques centimètres de ma paume écorchée, tels les becs d'une immonde nichée d'oisillon affamé. « Assez !» décrète l'écuyère, dès que la rose blanche s'est entièrement empourprée. Elle me rejette brutalement vers le groupe, Tristan me réceptionnant de justesse dans ses bras. Puis elle sectionne la tige vibrante et exhibe la monstrueuse rose coupée, exhalant un parfum capiteux, celui de mon propre sang, amplifié à s'empamer. « À vous autres de jouer maintenant », annonce Surage, sortant du silence qu'il a observé pendant toute la démonstration. « Mettez-vous 2 par 2 et que chaque paire arrose une fleur différente. » Je serre mon poing pour arrêter le saignement, tremblante de peur et de colère. « Je crois que tu as assez donné pour ce soir, » murmure Tristan dans mon cou. « Si tu veux, je serai ton partenaire. Et après avoir versé mon sang sur l'une de ces roses du diable, je te laisserai la joie de la trancher nette et de l'écraser sous ton pied. »